now we need to welcome someone who has a lot of ambition for our ecosystem. Please welcome on stage with an amazing round of applause, someone who is in the news today, Minister Cédric O. Thank you, Nicolas. Hello, everybody. Hello. Really happy to be here today with you, especially one day after the announcement from the President Macron for the whole ecosystem. And actually, from what I can notice, the fact is the France Digital Day is getting bigger and bigger each year. It's like the French tech ecosystem, and it's getting bigger on the French scene. It's getting bigger on the international scene, dear Frédéric. And it's a real pleasure to be here every year. And I don't know where you're going to organize the next event, but that's going to be a challenge in itself. So, hello to all of you, to our foreign friends, especially for first and foremost. And I will begin with something a little bit disappointing. Because as soon as we're in France, French is really important. And as you can notice, English is not really a problem for the government. But for today, I will be speaking in French. And I know that the whole France Digital Day is about English. But since we had that moment yesterday with the president, that will continue all week long, and I'm going to travel to London from tomorrow on to advocate for what we announced. Since we had that moment that is dedicated to the growth of the French tech ecosystem, then I wanted and I was feeling like I would be speaking in French. So sorry for our foreign friends, but I will now switch to French, and at the end of my speech, we will continue with the panel. Then we will re-switch to English. Alors, si je voulais vous parler en français, dans un contexte qui pourtant est extrêmement international, c'est que je pense que nous vivons en tant qu'écosystème français un moment un peu spécial. Un moment un peu spécial. Je pense qu'on doit prendre un tout petit peu de recul sur ce qui est en train de se passer, et il peut être utile aussi également que je prenne le temps de vous expliquer pourquoi on fait ça, comment ça s'intègre dans une stratégie plus globale du gouvernement, ce qu'on essaye de faire depuis 2 ans, parce que ce sera bientôt la mi-temps du quinquennat, et comment tout ça est assez cohérent. Si on prend un peu de recul historique, et on regarde le passé de l'innovation dans le siècle dernier, l'Europe a longtemps été une terre d'innovation. La France, la Grande-Bretagne, à la fin du 19e, au début du 20e, ont été des acteurs majeurs de l'innovation pour faire émerger des champions technologiques d'alors, que ce soit dans le ferroviaire, dans l'espace, etc., etc. Et d'autres pays, que ce soit la Turquie, la Chine, à l'inverse, sont entrés dans une grande phase plus compliquée, plus obscure, parce qu'à un moment, ils ont raté un tournant technologique. Et si aujourd'hui on est tous là, si aujourd'hui on a le style de vie que nous avons, si aujourd'hui on a le modèle social que nous avons, c'est parce qu'à un instant pendant une longue période dans notre histoire, dans l'histoire qui est celle de l'Europe, on a su être à la pointe de la technologie. C'est ce qui a fait émerger tant de champions qui ont été à la base, pendant un siècle, plus d'un siècle, à la base de notre prospérité, à la base de notre modèle social. La vérité oblige à dire que de l'eau a coulé sous les ponts. Et si on regarde aujourd'hui le paysage technologique mondial tel qu'il se développe dans les dernières années, les chiffres sont assez sévères. Certes, on représente aujourd'hui 1/4 de la recherche et développement dans le monde. On a fait émerger des champions technologiques, dans l'aéronautique, on a fait émerger des champions techniques jusque dans les logiciels avec Dassault Systèmes. Mais si on regarde les chiffres, ils sont sévères. Aujourd'hui, il y a 300 licornes, il y en a 170 américaines, il y en a 100 chinoises, et l'Europe et le reste du monde se partagent le reste. Et je pense que c'est un peu plus important que ce
considère un peu trop souvent comme anecdotique. Parce que, bien sûr, derrière, il y a un problème de compétitivité et on le sent extrêmement bien. Aujourd'hui, le paysage mondial de l'innovation est dominé, en tout cas pour ce qui concerne le numérique, par les Américains et les Chinois. Mais il y a aussi un problème d'emploi. Aux États-Unis, dans les dernières années, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, c'est entre un emploi sur 3 et un emploi sur 2 qui ont été créés directement ou indirectement par les entreprises de la technologie. Il y a un problème de souveraineté. Aujourd'hui, dans l'intelligence artificielle, les Chinois investissent 40 milliards d'euros par an. Aujourd'hui, dans l'intelligence artificielle, les Américains investissent 40 milliards d'euros par an. Il y a 2 ans, les Européens tout mouillés investissaient 5 à 6 milliards d'euros par an. Et donc on voit dans des technologies aussi disruptives que celle-ci, c'est également le cas dans le calcul quantique, comment, si nous ne sommes pas capables de faire émerger des leaders technologiques, alors nous abandonnons une part de nos emplois, une part de notre souveraineté. Ça va même un petit peu plus loin que ça. Aujourd'hui, dans la salle, vous avez tous un téléphone chinois, américain ou coréen. Vous utilisez tous une messagerie américaine, probablement. Vous utilisez tous un réseau social américain. Vous réservez vos voitures, sauf si vous utilisez Captain, mais vous réservez souvent vos voitures avec une application américaine. Vous commandez vos repas avec une application américaine ou une application anglaise. Ça veut dire mieux anglais. Mais toutes ces entreprises, les réseaux sociaux en premier lieu, embarquent nativement des conditions de fonctionnement, des conditions d'utilisation, des conditions de protection de la vie privée, des conditions même de gestion de leur politique RH qui sont profondément anglo-saxonnes. Demain, nous utiliserons des services qui seront profondément marqués par une culture chinoise. Et à chaque fois qu'on n'est pas capable de faire émerger, nous, nos propres champions, en fait, on délite doucement, on assiste au délitement assez pernicieux, mais inéluctable, d'une partie de ce que nous portons et d'une partie des valeurs que nous portons. Ce n'est pas pour dire que les valeurs américaines ou les valeurs chinoises sont moins bonnes que les nôtres, elles sont différentes. Et donc, dans le combat pour la technologie, dans le combat pour faire émerger des entreprises technologiques, dans un monde où vous le savez tous, winner takes it all. Si nous ne sommes pas capables d'être au niveau de ce défi, alors c'est une partie de ce que nous sommes profondément, et ça j'en suis profondément persuadé, que nous abandonnons. S'il y a une autre chose dont je suis persuadé, c'est que ce déclassement, il n'est pas inéluctable. Bien sûr, je lis les Cassandres de tous bords qui viennent nous expliquer que c'est fini. C'est fini. Demain, on sera tous américains ou asiatiques. Alors, être asiatique, pour moi, ça me dérange un petit peu moins que pour vous, mais, mais ça, profondément, je n'y crois pas. Et je pense que si on veut faire en sorte d'être à bord et au niveau des défis qui se posent à nous, alors il faut commencer par affronter la vérité. La vérité, si on regarde les choses en face, c'est qu'il faut reconnaître que nos économies européennes, mais particulièrement l'économie française, a raté une marche. Et c'est profondément ce qui a été au cœur de ce qu'on essaye de faire depuis 2 ans. Quand je dis qu'elle a raté une marche, c'est que nos économies, l'économie française en particulier, est profondément restée dans ses structures jusque dans les dernières années, une économie d'après-guerre. Une économie d'après-guerre, c'est une économie qui est sur le temps long, une économie qui n'innove pas ou incrémentalement, et c'est une économie qui, en fait, ne permet pas l'échec. Et c'est l'ensemble de ces structures qu'on doit travailler si on veut faire en sorte de transformer cette économie, qui est une économie du temps long et de la rigidité, en une économie d'innovation. Je vous dis ça parce que c'est une manière de mettre en perspective ce qu'on essaye de faire depuis 2 ans. C'est pour cela que, pour permettre la flexibilité et permettre l'échec, parce que derrière ce qu'on essaye de faire, finalement, c'est de rendre l'échec facile. Parce que dans une économie de l'adaptation, dans une économie de l'innovation, si on veut que les gens innovent, alors il faut permettre l'échec. C'est pour cela qu'on a fait la réforme du marché du travail. C'est pour cela qu'on a fait la réforme de l'assurance chômage. C'est pour cela qu'on a fait la réforme de la formation professionnelle, parce que quand vous êtes dans une économie de l'innovation, il faut que vous soyez en capacité de former et reformer les gens pour qu'ils puissent eux-mêmes s'adapter à l'innovation. Mais je vais un peu plus loin. Quand vous êtes dans une économie d'innovation, tout tourne autour de l'éducation et des talents. Et quand on fait la réforme du CP et du CE1, et j'en parle délibérément, c'est précisément parce que si vous voulez faire en sorte d'être au bon niveau dans la compétition mondiale, alors vous devez faire en sorte que
dès l'école primaire, là où tout se joue, vous ne perdiez pas les gens. Et donc, c'est quelque chose que je vis très personnellement, mon père étant coréen, l'éducation, c'est la base de tout. C'est pour cela, encore une fois, qu'il faut former les gens et il faut les reformer. Et je ne reviens pas sur la réforme de la formation professionnelle. Et enfin, il y a la question de l'investissement et de l'innovation. Et pour que les gens investissent et innovent, encore faut-il qu'ils aient intérêt à le faire. C'est pour cela qu'on a profondément modifié la fiscalité du capital, notamment dans la réforme de l'ISF et notamment dans la création du prélèvement forfaitaire unique, parce qu'il y avait une passion française pour la taxation qui voulait qu'il n'y a pas de problème qui se règle par la création d'une nouvelle taxe. Mais le problème, c'est que l'économie est devenue mondiale, la finance est devenue mondiale, et qu'aujourd'hui, si on veut faire en sorte de développer ici des champions de la taxe, si on fait en sorte que les investisseurs internationaux investissent dans nos entreprises, si on veut faire en sorte que demain, des entreprises soient capables d'investir dans l'intelligence artificielle, parce que les 40 milliards d'euros investis par les Américains, ce n'est pas de l'argent public, c'est de l'argent privé. Et donc c'est assez simple, si vous n'avez pas Google et Facebook, vous n'avez pas 40 milliards d'euros. Si on veut faire en sorte que vous ayez Google et Facebook, alors vous devez être capable d'être au niveau de la taxation des autres pays, parce que sinon les investisseurs étrangers ne viendront pas. Il y a enfin tout ce qu'on veut faire pour l'écosystème numérique. Et là, ce qu'on voit, c'est que les choses se développent. Vous le savez encore mieux que moi. L'écosystème, il accélère. Il se trouve que il y avait tout à l'heure sur scène Fleur Pellerin. Alors Fleur était ministre du numérique, je me souviens, j'étais à Bercy. Mais qui aurait imaginé, il y a 5 ans, il y a 6 ans, qu'on soit aujourd'hui dans la situation dans laquelle on est? Qui aurait imaginé qu'en 2017, c'était 2,5 milliards d'euros investis dans les startups françaises? Cette année, ce sera 5 milliards d'euros. En 2017, c'était 6 levées de fonds de plus de 50 millions d'euros. En 2018, c'était 12 levées de fonds de plus de 50 millions d'euros. Au premier semestre 2019, c'est 13 levées de fonds de plus de 50 millions d'euros. Et donc, on a un écosystème qui accélère énormément. On a un écosystème qui vient de dépasser l'écosystème allemand en taille. Mais s'il y a une chose dont je suis persuadé, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter là. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin parce que même si on est numéro 2, d'abord, dans ce monde, il n'y a pas de numéro 2, et ensuite, on n'est pas encore là où on doit être. C'est pour cela, profondément, qu'on a voulu avoir cette séquence autour du président de la République pour sonner la mobilisation et dire qu'on n'était pas au bout de l'histoire. La première chose, c'est le financement. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est ce qui manque encore dans l'écosystème de financement, c'est les gros tickets et c'est les IPO. C'est pour ça qu'on a travaillé, notamment l'équipe de l'Élysée, pour faire en sorte que les investisseurs institutionnels français, les assureurs en premier lieu, bougent 5 milliards d'euros vers à la fois le late stage et le côté. Ce qu'il faut noter, c'est que le plus important, ce n'est pas la somme. Bien sûr, 5 milliards d'euros, c'est beaucoup d'argent. Bien sûr, on espère que 5 milliards d'euros, demain, vont attirer, parce qu'ils vont matcher sur des gros tickets avec 5 autres milliards, 10 autres milliards de l'étranger. Le plus important, c'est que ce qu'on essaye de faire, c'est de structurer à Paris un écosystème de financement. Par exemple, sur le late stage. Ce qu'on dit, ce qu'ont décidé les investisseurs, c'est non seulement d'investir 3 milliards d'euros, mais de localiser à Paris, de relocaliser de Londres ou d'ailleurs des équipes de recherche et d'analystes qui demain vont faire de la place de Paris la place où les licornes ou les autres entreprises auront envie de s'introduire. Parce que le sujet aujourd'hui, c'est de savoir, dans le cadre du Brexit, qu'est-ce qui va devenir la place numéro 1 en Europe. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est bien sûr avoir plus d'argent, bien sûr faire en sorte qu'on puisse continuer les grosses levées, mais c'est faire en sorte qu'on ait l'ensemble de l'écosystème de financement. Le deuxième sujet, c'est la question des talents. Puisque aujourd'hui, la capacité à recruter extrêmement vite, à recruter des gens qui ont vécu l'hypercroissance est le premier goulet d'étranglement des startups et des grosses startups. On a simplifié un certain nombre de choses. On a fait en sorte, avec le French Tech Visa, qu'aujourd'hui, vous puissiez bénéficier du visa le plus ouvert qui soit au monde. J'étais encore hier avec Romain Serment, qui est le représentant de la French Tech dans la vallée, et il me disait, c'est extraordinaire. J'avais un Turc qui était dans la vallée en 2 semaines. À partir des premières de marche, en 2 semaines, il était à Paris.
Aujourd'hui, on doit être capable, et c'est ce que je disais tout à l'heure dans un autre panel, de se battre pour la guerre des talents mondiaux. Ça veut dire faire venir des gens de partout, notamment dans le cadre du Brexit, parce que la vraie force de Londres, ce qui doit être demain la vraie force de Paris, c'est qu'on doit faire venir ici les meilleurs du monde. C'est indispensable parce qu'aujourd'hui, on en a besoin pour grandir et on a besoin de gens qui ont connu les phases d'hypercroissance. Et donc on doit faire en sorte de faire venir tous ces talents du monde entier. La deuxième chose, c'est qu'on doit former et reformer plus de gens. Parce qu'aujourd'hui, il manque 80 000 personnes dans les entreprises de la tech. En 2022, ça sera 200 000. Au niveau européen, ça sera 900 000. Et donc il y a une aberration à avoir près de 8% de chômage d'un côté et 200 000 personnes et 200 000 postes qui ne sont pas pourvus. Et donc on aura l'occasion, dans les semaines qui viennent, on travaille avec France Digital notamment, on travaille avec un certain nombre d'autres organisations, de présenter un plan assez global pour faire en sorte que, où que vous soyez, on forme des gens et on forme des gens en quantité. Enfin, le dernier sujet, en tout cas pour ce qui est du niveau français, c'est celui de l'administration. Parce que une start-up, ça se développe dans un écosystème. Et donc c'est pour ça que le président a annoncé hier qu'on allait mettre en place un processus spécial, d'abord pour les 40 plus entreprises du Next 40 dont on parlera tout à l'heure, ensuite pour les 120, ensuite pour le reste, pour faire en sorte de changer l'état d'esprit de l'administration, de faire en sorte qu'elle soit plus dans l'accompagnement et dans la confiance, et de faire en sorte que le chef d'entreprise qui, finalement, dans une phase d'hypercroissance, veut rester focus sur sa croissance, il n'ait pas à perdre trop de temps avec tous les problèmes qui ne manqueront pas d'arriver lorsque vous commencez à franchir des seuils. Et donc, cette relation de confiance, cette capacité de dire qu'on a des champions, on a des potentiels champions surtout, et on doit les faire grandir, c'est ce troisième élément sur lequel on veut travailler. Pourquoi je vous dis ça? C'est pour vous dire que d'abord, on sait où on va. L'histoire n'est pas finie et honnêtement, il y a encore énormément de travail. De votre part, de notre part. Mais globalement, on sait où on va et l'ensemble des briques qu'on veut mettre en place sont cohérentes. Enfin, il y a la question de l'Europe. Parce que si on veut être capable de lutter à armes égales avec les Américains et les Chinois, alors on doit faire en sorte que l'Europe soit au bon niveau. Ça veut dire l'unification d'un certain nombre de marchés, notamment des marchés de capitaux, mais aussi de plein d'autres choses. J'entendais tout à l'heure Jacques-Antoine Granjon pester sur le fait que quand il veut s'étendre en Allemagne, en Italie, il doit mettre des gens en Allemagne, en Italie, qu'il y a des problèmes de prix de transfert, qu'il y a des problèmes d'imposition, etc., etc. Ça, c'est une de nos priorités dans le cadre de la nouvelle Commission européenne. Une autre de nos priorités, c'est de faire en sorte que dans la recherche, il y ait suffisamment d'argent qui soit investi. Je le disais, aujourd'hui, les sommes qui sont investies en intelligence artificielle en Amérique, enfin aux États-Unis, en Chine et en Europe sont d'une taille, d'une masse critique qui est beaucoup trop grande. Et donc c'est pour ça qu'on pousse, notamment, pour faire en sorte que ce qu'on appelle le paquet innovation, c'est-à-dire l'argent que l'Europe va mettre dans l'innovation, soit le plus important possible. Aujourd'hui, l'Europe va investir dans les 5 ans à venir 100 milliards d'euros dans l'innovation. On commence à parler de quelque chose qui est à la bonne masse critique. C'est pour ça qu'on pousse pour faire en sorte que, y compris dans la chaîne de financement, on puisse faire en sorte que les entreprises européennes puissent se consolider. Parce que s'il y a une chose dont je suis persuadé, c'est qu'on va avancer vers le marché unique. Mais il restera des langues différentes. Il restera des cultures différentes. Et donc si on veut être capable de faire en sorte que nos entreprises soient capables d'aller se battre contre les Américains et les Chinois, alors il faut consolider. Il faut que les leaders consolident les leaders des autres pays. Pour ça, on a besoin de plus de capitaux. Et donc quand on voit des propositions qui sont celles qui ont émergé de la Commission sur la capacité à créer un Vision Fund de 100 milliards d'euros, ça c'est des choses sur lesquelles on peut travailler parce qu'on pense qu'on doit aller plus vite, on doit consolider plus vite parce qu'il faut que ce soit Drivey qui rachète Getaround et pas Getaround qui rachète Drivey. Voilà. C'était les éléments que je voulais évoquer devant vous. On avance, on structure. C'est d'abord grâce à l'écosystème, mais on doit aller encore plus loin. Une dernière remarque que j'ai eu l'occasion de partager ce matin avec les entreprises du Next 40. Il se trouve qu'avant d'être conseiller, avant d'être ministre de l'économie, j'ai été conseiller du président.
Et en tant que conseiller du président chargé du numérique, j'ai eu l'occasion de rencontrer l'ensemble des patrons de la vallée. Mark Zuckerberg, Brian Chesky, etc., etc. Il y a une chose qui m'a marqué quand vous discutez, passez du temps avec eux. C'est qu'ils ne sont pas là pour disserter sur la longueur, la largeur, la profondeur. Ils ont juste envie d'être les meilleurs du monde. Et ce qu'on a envie de vous transmettre, ce qu'on a envie de faire avec vous, c'est qu'on a envie d'être les meilleurs du monde. Nous aussi, on pense que c'est faisable, et on pense que c'est faisable ici. Alors, un dernier mot sur le Next 40, puisque, comme vous l'avez vu, on a choisi d'avancer sur cet indice. Peut-être un mot pour vous expliquer pourquoi on a fait ça. Ce dont on s'est aperçu, et je pense que c'est un sujet qu'on doit assumer tous collectivement, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire. Trop souvent, quand je parle aux journalistes du numérique, je leur dis tout ce que je viens de vous dire. Mais aujourd'hui, pour les journalistes et pour les Français, le numérique, ça reste sympathique, mais pas structurel. Or, profondément, on pense que le numérique, c'est décisif. Et donc, on a voulu faire en sorte de sélectionner, enfin pas de sélectionner, mais de mettre en valeur 40 des entreprises qu'on estime être les futures pépites, pour faire en sorte qu'on mette la lumière sur ces entreprises, on montre ce qu'elles sont, et puis on fasse prendre conscience à l'ensemble des Français, à l'ensemble des journalistes, qu'il y a des entreprises qui réussissent, elles sont à Paris, mais elles sont à Lille, elles sont à Vierzon, elles sont dans le sud, et donc que tout le monde aille gagner. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que, dans l'esprit de ce que je disais tout à l'heure, on s'est dit, on a 40 entreprises qui grandissent très vite, on a 40 entreprises qui sont des espoirs pour nous, on doit leur apporter un certain nombre de facilités. Ces 40 entreprises, vous allez les découvrir à l'instant, et je pense elles méritent un bon round d'applaudissements. Alors, un petit mot, parce que ce qui est assez intéressant, c'est que depuis qu'on sait qui sont les 40, il y a tous les autres qui m'écrivent. On n'a pas choisi ces 40. On a demandé à un jury qui était présidé par Céline Lazorte, que tout le monde connaît, de choisir des critères. Après énormément de débats, devait-on choisir les emplois, devait-on choisir les levées, le jury a décidé qu'on jugerait à partir des levées les plus importantes des 3 dernières années, avec un certain nombre d'autres critères, mais qu'on jugerait à partir de ça. Et c'est comme ça qu'ont été choisies les 40 entreprises, donc on ne les a pas choisies les unes après les autres. Bien sûr, ça laisse de côté des gens qui ont fait des choses extraordinaires, des gens qui se sont introduits en bourse, puisque ces entreprises n'ont pas été introduites en bourse, des gens qui ont des business models qui font qu'ils n'ont pas besoin de lever de l'argent. Mais moi, je peux vous dire que ce matin, j'étais avec les 40 CEO de ces entreprises, et c'était une très très grande source de fierté. Un dernier mot. Je sais que mon équipe pense que je suis déjà trop long. Je pense que ce que je vous dis, 1, il faut être fier de ce que vous avez fait en tant qu'écosystème tech. 2, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut de l'ambition. 3, et c'est ce que je disais ce matin au CEO du Next 40, il y a aussi une question de responsabilité. Il y a une responsabilité parce qu'au fur et à mesure que l'écosystème tech grandit, il a une responsabilité de montrer qu'il est un petit peu différent des autres. Et il gagne de la responsabilité au fur et à mesure de son poids. Ça veut dire une responsabilité en termes d'égalité femmes-hommes. Ça veut dire une responsabilité en termes d'emploi. Ça veut dire une responsabilité en termes d'impôts en France. Parce que si le gouvernement fait tout ça pour faire en sorte, et profondément on pense que c'est une question de survie, que cet écosystème émerge pour qu'au final, il se comporte de la pire des manières possibles, alors on aura tous perdu collectivement. C'est pour ça qu'on a voulu, au sein de cet écosystème, récompenser, et c'est le jury qui a désigné les gagnants, un certain nombre de vainqueurs. Et je vais appeler Harriet Agnew sur scène pour annoncer les prix spéciaux.
the 5 winners of the Tech for Good prizes. For inclusion, we have open classrooms. And please come, Mathieu. Félicitations. For environment, we have insect and Antoine. For circular economy, we have Back Market and Thibaut. For healthcare, it's Dr. Lieb and Agnès. And for gender equality, it's insect again. Well done, Antoine. On s'assoit là. Ou une chaise si vous voulez que. We can stand now. Non, non, ça. Okay. Well, you're all here this evening as winners of the Tech for Good prizes. And so perhaps you could all just give yourself a brief introduction and really tell us how social impact is embedded into your business model and your DNA. Okay, thank you. So, I mean, for Dr. Lieb, it's pretty embedded. I mean, it's at the core of our model to transform healthcare. So, in this way, we have the same mission as the state. And for example, in terms of what kind of impact Dr. Lieb can have, we just saw some numbers that each single doctor, there are 100,000 doctors working with Dr. Lieb today, is saving around 2 hours, 45 minutes each week of admin time. And this time can be invested in treating more patients or also reducing appointment delays. So such impact as, for example, some specialty where you have a low availability of doctors like ophthalmologists. We reduce the delay from 10 weeks to 7 weeks, and we make it possible to have appointments within a week for emergencies, which was not possible before. So this is the kind of thing that, kind of impact that Dr. Lieb can have on healthcare, and we're looking forward to further partnering with the state and with healthcare professionals to keep improving healthcare. So as for open classrooms, well, it's our mission. It's embedded in our company bylaws, actually. Our mission is to make education accessible. So we have a goal of accessibility. All our courses are available for free. So we make money by training with mentors, but all the content is available for free. And the goal is to help people get skills so they can get jobs that are in high demand. So the impact, we're measuring it. You'll see it if you come at our offices. At the entrance, you see a job counter. It's a number of jobs that we have helped to create at Open Classrooms thanks to online training. So that's what we do. How many is that at the moment? Wow, last time I counted a bit more than 6,000. 6,000 in a year. So that's, that's a first step, and our goal is to place 1 million people in the workforce by 2025. Hello everyone. So at Insect, impact is in the DNA. With my co-founders, we were activists in NGOs related to food sustainability before. And what we do at Insect, we farm insects and we process them into ingredients to feed animals and plants. It's a 1 trillion market globally. And when we feed these animals with our ingredients, they grow better, in better health, eating less resources. So basically, this is the framework of producing more with less. This is what we need to tackle all these issues like climate change. And then impact is consistency. It's not only environment, it's obviously social responsibility internally with the team, with our stakeholders.
And this is why we have applied for the B Corp label, because I think it will show our commitment every day. And so we change our bylaws, obviously, to show this. This one. Hi, everyone. It's going to be a bit the same. It's a core thing. It's in the DNA of Back Market to promote circular economy. So a bit like Antoine, I think the point for every one of us is to do more with less, to be more efficient, as resources are limited on this planet. Electronic is the fastest e-waste stream on the planet. 50 million tons of e-waste were produced in 2018, so it's new record every year. So we measure our impact with the number of tons we save. So we aggregate the weight of our product. So every product sold on Back Market are refurbished products, so it means it's a new life for them. It's already been sold once or twice before. So it's not a new product that is being bought by the user. So we have reached 1,500 tons so far. So out of 50 million, we still have a lot to do, but it's a good start. And Mathieu, perhaps you could tell us whether you think that a business has to choose between having a social impact and making a profit, or whether you think the two can support each other. Sorry? But perhaps you could tell us whether you think a business can have a social impact and make a profit, whether the two are incompatible. So people tend to wonder, if you want to have a social impact, you cannot make a profit. And if you're making profit, well, you're not making any social impact. So there's this way of thinking that we kind of used to. Either you're for good, not for profit, or either you're for profit and you're a bad guy, right? I think this is changing in the mentality of entrepreneurs. People from my generation, I'm talking with them, and they just don't see this duality. They think they need one to have the other. That's a profound change, I think, in mentality of entrepreneurs today. They just think that if you want to make money, you need to have impact, but because this impact will create a lot of money in the long run. And if you want to have impact, you need to make money, because without money, you cannot invest in the impact. So I've heard many times people say in the company that if we want to have 1 billion of impact, we need to have 1 billion in revenue, etc. So we feel like it's helping each other, really. And what's your business model for making money at Open Classrooms? So again, all the courses are for free, and people can opt in to pay to get a private mentor to complete projects. So the mentor is a professional from, if you want to become a developer, you get a mentor as a developer. And they will help you every week, personally by video conference, to complete projects. They will validate your new skills. And at the end, you'll get a degree. So you can either come for free and on your own learn on courses, but if you need help, if you need proof that you got the skills, you can get a real degree, a real diploma online on Open Classrooms. And we don't stop there, because actually we help you then to find a job. We're only happy if you find a job. And Antoine, do you agree with this idea that a monetary profit and a kind of social profit can go hand in hand? Definitely, we were talking about this earlier today at the impact stage. In the impact overall stage, we address global needs, basic needs, how we eat every day, how we get transported, how we get in a good health. So this is just the largest market. Maybe in the past it was mainly driven by NGOs, non-profit, bottom of the pyramid business models. But what we see with the digital, we can develop platforms that do large economies of scale to offer new services to consumers. And upstreams, like we do, we try to change how we manufacture goods, because we need, obviously, to change the way how the produce are done to eventually go to the platform. So we need new technologies. We develop robotics, machine learning, etc. in our 4.0 manufacturing systems. And I think it's showing that now technology is meeting this impact for profitability. And what I say, consistency, environmental good, socially good, and obviously with profit. Yeah, I just wanted to add something on top of it, because earlier this afternoon we were discussing with Frederic about HR and
the battle of talents that I was mentioning earlier. And what we see, and I had discussion on that point with Kate Crawford. Kate Crawford is one of the leading researchers as far as AI is concerned in the US. And what she told me is that there is a battle for talent in the whole world, and there is a European specificity in that battle. And France and Europe are emerging as some places where you can do innovation, but with some values that are embedded from scratch. And those kind of image that we are conveying is something that can attract and help us attract a lot of talents that wants to do innovation, but also wants to contribute to the common good as far as gender equality, sustainability are concerned. So I think in the global battle for talent, this is a real asset that we can rely on to be able to develop and to really commit to tech for good technology. And yes, is that something that you've noticed? Because clearly Dr. Lieb is one of the fastest growing companies in France. I think you said you're going to hire 1,000 people in the next 2 years. So you must be interviewing lots of people. Do you have people coming to you that are very attracted by the potential to have a social impact? Is that a big sort of selling point for you, do you think? Yeah, for sure. The reason why the purpose of the job has become one of the main driver of decision for talents today, I guess. And this is why, of course, it helps Dr. Lieb a lot to attract good talent, to see that there is something, the impact is healthcare, right? And so all our developers, for example, they really enjoy going to doctor offices and seeing healthcare professionals using their solutions. So it's definitely a key driver. And could you tell us a bit about the famous Dr. Lieb Academy that all your new hires go through? Yeah, maybe that's one of the components of what we call hypergrowth. I mean, for us, growing per itself is not a goal, right? But just healthcare is a huge sector, and there's a lot of people needed to change that. So that's why Dr. Lieb's growth requires a lot of people, and we are indeed growing very fast. We went from 0 to 1,000 in 6 years, and we will grow 1,000 more in the next 2 years. And in order to keep our culture and to make this strong scaling successful, we strongly believe that one thing is important is to massively invest in people. And so we invest a lot in all kind of training. We have a team internally that's called People Success. And a good example is this Dr. Lieb Academy that we set up from day one. So any new employee at Dr. Lieb will spend 2 weeks of Dr. Lieb Academy, where we will share the vision, share the mission, train everyone on all the skills needed to succeed in their job, and also make them meet all other teams so that we can really work as one team with a common goal, with really aligned vision, even though we are growing the company 100% in 2 years. So that's one of the examples. Thibaut, what's been your experience of growing quickly and of hiring and the sort of challenges that come with trying to keep your culture? So yeah, I'm kind of super aligned with what Agnès said. It's in the heart of everybody's. It's a drive when people want to work. Like today, more and more people are joining for the purpose of their job. I mean, we are all accessing, like here at least, to capital. So we have the money. Money is important for people, but the tech ecosystem is going well. I mean, like people find job more and more often, but they want to have a drive. They want to be, attached to something that they are doing and know what they have impact, positive impact. So I think it's a really cool asset that we have, and it's also part of the culture of the company, obviously. So it makes people stick together. So you can like have creative people, technical people, and business people, financial people, very different skills, but attached to one single project. And when you are like all the different talent joining and attached by this strength, I think it makes it super powerful. So scale and hypergrowth, I think, is super hard because you have many people to onboard. Like we are 220, we were like 60 at the same time last year, and we're going to double next year as well. So you have to keep the culture super strong in order to make people stick together. And what's your experience of the market for hiring at the moment? Are there particular roles that are more difficult to get hold of? For us, typically, it's not very original, but tech people are the hardest to get. So we are starting to use the French pass to hire people from abroad. I would love to have more people coming from open classrooms, so I'm really inviting you to push further on
on those people. We all need more engineers. I think what has been said this morning is we have, I think, one of the best engineers in the world in France. We are lucky, but there are not enough. So we have to find other ways, like importing to solve this problem fast, but also creating more schools, academies, push with open classroom in order to have more pool, and you can push like without counting. We need them. So we're really working hard on it, obviously, because we have the capacity to scale. We don't have walls, so that's easier to scale. But I like to point out that we always are looking for people who already have a degree. I think it's interesting also to invest in new people, in new skills. So there are apprenticeships for that. It's a great way to train people so they can get a job quickly and be trained with you and with us at the same time. So we provide something that is brand new. It's online apprenticeship. So it's distributed. You can start at any time of the year. We can adapt to each individual and each company. The rhythm is totally personalized. It's completely new. And it's a good way for you to also attract talent. So it's one way to do that. Cedric, perhaps you could talk a bit about how the special French tech visa fits into all of this in terms of trying to attract foreigners to France. Yeah, actually, I mentioned it earlier. The global idea is that there's a global battle for talent, and we need to be able to attract talent from everywhere. So we need to be able to attract talent from Europe, but also from emerging countries such as India, Africa, and all this kind of thing. And what we thought at the beginning was that if we want to be able to attract talent from everywhere, then we have to fast track everything. And we have to internalize the constraint of the administration to be able to deliver to the companies and the people that want to go to France. By the way, both companies and investors, and so that they can focus on business. The idea is that we have to allow you to be able to focus on business. So if you need someone from Nigeria, then you can take him. If you need someone from America, then you can take him. And we are still making it working better every year. We modified it at the beginning of the year because there were still some issues that were to be tackled, and this is something that we will continue to do. And I mentioned the fact that I think that we have to take the opportunity of the Brexit, because the real strength of London here in Europe is that this is the center of the world, and we have to make Paris the center of the world. Antoine, you've made gender balance a big priority at Insect. How have you been able to do that? When you look around at a lot of tech events, it is mainly guys. So how have you made it an attractive workplace for that balance? First, I think I'm very proud of this prize in gender equality. It's the first time we have a social prize and not an environmental prize. So it's showing our commitment to be consistent, as I said. If we do just good for environment and not good for the people, it won't work. So we try to do. We have still many things to improve on this topic. Obviously, identical salaries for same jobs. That's the basics. I think one of the reasons also we got the prize is this paternity leave. I think for me it's a game changer. It's something for men, but eventually for women. Why? Because we basically we compensate 100% of the wage for the young dads for 10 weeks after the birth of their child, but also for adopted kids. And then it's a way to avoid this issue of career development for women, because normally they are always the only one to leave the company for a few weeks. They can miss promotion, development. In this new situation, then men also are leaving. So we offer the situation will be the same. There are no BAs anymore, so women and men can access to the career development. There is no excuse anymore from the management. And the second thing, I think, is back home, then dads are more present in the first weeks, which are super important for babies and families' development. So then I think it's helping also all these topics that have been in the press. I think last year with the comics on the mental load, charge mental. I think personally it will help just for men to be more involved and gives
automatics with behaviors for the young dad to be more present, be there, and if starting from the birth of the child, it changes maybe, hopefully, how the life will be in the family, so in the company. So it's maybe a small thing, but I'm pretty sure it will somehow have a major impact in how we run the companies and how we live our lives between the company back home in the family. And have you had much uptake of that? Have you had much uptake of that yet from new fathers, or do you need to sort of change the mindset? We offer these 10 weeks, and they can decide also. We were maybe afraid, some young dads would be afraid about what their colleagues will think if they were leaving 10 weeks. But we had first, I think, at least 5 or 6 young dads who took this opportunity, and they took the 10 weeks. And I think they were pretty happy of this. Yeah. Mm-hmm. You have to ask them. Some of them, maybe the team is there. So. Do any of you other 3 entrepreneurs have similar policies? Or not yet? Not yet. You should. No, it's a good idea. I will join. So you're all part of the Next 40, which means that you're going to be a big focus for the government and for investors and the sort of priority companies that France wants to grow. From your side, what are the challenges and what other support and help are you looking for that's not already being addressed through things like the special visa? I mean, from our side, I mean, it's going well, so we won't ask for more support. We've already benefited a lot. But what we really care for is to make sure that in the coming years there will be more healthcare champions coming from the French environment. And I think for that what matters is that the public providers really work with companies in a really partnership mode to innovate. A good example of that is, for example, we organized with the Public Hospital of Paris, APHP, a hackathon in last May called Medi Days. And it was the first time we put in a room together 150 people with doctors, designers, developers, and just spending the whole weekend trying to think about, healthcare innovation and new projects. And so I hope some of this project will be created soon. I think a few of them are already. And this is the kind of initiative we need to see because, I mean, the opportunity is so big. Healthcare is 11% of GDP. And there is really room for very big companies to arise in France and in Europe on this sector, and we are really doing all our efforts to make this happen as well. So yeah, I guess we're getting already a lot of support, so thank you for that. It has to be said first. If I had to find something, I would say invest in people. Invest in people's skill training. It's the only way to create equality in a country. It's an investment. You're already doing that. Continue to do that on the long term, because otherwise we're going to scale as a country with more inequality. And that's not the society we want. And that's the best way to solve it. Okay. So for me, thank you again. Like it's been great. Like this morning, we feel like we're getting on the same side of the net. And I know that last night I kind of said all the way around because it actually happened that way. But this morning and yesterday, I feel like okay, we are getting support and it's being real. Maybe if I can ask for more, because we can always ask for more. I would like to break a bit the way tech products are recycled. Like today, the only way to end the life of a product in France and in Europe is to put it to recycling, which is actually the worst thing to do if the product can still live and can still find a new user. So basically, we need to find a way to make them circulate as long as possible. And then when nobody else wants them, we can recycle them. And the more we grow, the more we shake like the manufacturer of new devices. We will keep on doing that. We love to do that. But then we need to give access to the feeds of the product that are all going to recycling.
because 30% of them are still working, and I'm sure I can give liquidity to professional sellers through back market on that. So that would be amazing. I mean, like, give access to the feed, it will create more value and it will be more sustainable. So it's just a win-win-win situation. And then maybe to add, indeed, there are so many things that have been done already in France, and I think we are on a wave, a positive wave, again, for more capital, attracting more talents, facilitating regulations also in many fields. And maybe on the other side, on the corporates, maybe there are still things to improve, relationship with large companies in our development, how we work with them, we can sell products, eventually open to exit and M&As. So maybe one suggestion, we could have like a godfather parent from the CAC 40 with each next 40 as someone in a CAC 40, and try to also learn from them and close the loop, shorten the gap between these large companies and us in Supergrow. We will know each other better, and maybe develop good businesses and strong growth for France and for our jobs in France. Who would you like to have as your mentor from the CAC 40? I think, well, we are in the food and agri-food, and in the CAC 40 there are not so many in the food, and obviously I think above Danone they are big corp also oriented, like us, could make sense. Yeah, I think that all what we heard about is about cultural change. Because it's about cultural change when you say that we have to move from a state that is creating the environment to a state that is a client. But also it's about cultural change when you say that we have to change the way big corporations are behaving with you, actually. Because if there is any problems with the fact that that reuse is less developed than recycling, it's because you have big corporations advocating for recycling instead of reuse. And I think that one thing that we have to take to the next level is the cooperation between big companies and startups, because we have progress to be made within the state as far as being client is concerned, but this is also the case for big companies. Either on taking over, and I know that you had a panel with Legrand and Netatmo a few minutes earlier, but there are not many examples. There are also with SNCF and BlaBlaCar, but there are not so many examples of big companies and startups cooperating together, and this is something we have to develop. But this is linked to what I said earlier, is that we have to make everybody aware in France and in Europe that this economy, the startup economy, is something that we have to support and to develop together on the long term. Great, well, thank you very much, all of you, and well done for the awards. Ladies and gentlemen, now is the time you've been waiting for. Open bar, just behind us on the impact stage, and I'll call the entire board of France Digital and the people from the next count on stage for a big, massive picture. Kat, please go over there. Board members. And the amazing team of France Digital, please on stage. Je crois qu'on peut vous applaudir aussi au passage. Faites pas tomber les prix.